Marie Vastel, Jonathan Trudeau, Alain Castonguay, bonsoir. 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 On va parler de M. Legault et de TikTok dans une seconde, mais quand même, je veux revenir. On vient de faire la mère de cet homme décédé, Jacob Flickinger, en Israël. Ça nous montre que on vit dans un village global presque. Les guerres, c'est ça aussi, là. Ça nous touche. Il y a des visages. Cette mère est en Beauce et c'est à Gaza que ça s'est passé. Donc, quand... puis là, je ne veux pas l'accabler. Christian, il dit « Ah, vous savez, c'est loin. » Ça peut nous toucher, ces choses-là aussi, Alec, là. Ben oui, puis tout le monde, bon, il y a ceux qui sont touchés directement, comme cette dame-là. Il y a ceux qui sont touchés parce que c'est des parents, des amis qui sont des deux côtés de cette frontière imperméable de Gaza. Il y en a aussi qui sont très touchés par le conflit, qui n'ont pas de lien direct avec des personnes là-bas, mais avec les images qui voyagent. Hein. On l'a vu avec l'Ukraine, on le voit avec Gaza. Tout est sur nos cellulaires maintenant, presque en direct. On voit ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça nous touche, ça vient chercher des émotions en nous. Je vous avoue que les images là, d'enfants, moi, que de deux jeunes filles, c'est de plus en plus difficile à regarder, peu importe le coin du monde où ça se produit, ça vient nous chercher. Donc oui, le village global dont vous parlez, là, ben oui, personne n'y échappe maintenant. Là. Voilà, ça a des répercussions. Et je ne voulais pas vous piéger avec ce sujet, mais comme je viens de faire la mère, là, avant de parler de TikTok, Jonathan, Marie, très court commentaire là-dessus, Jonathan. Tout d'abord, il faut souligner le courage de Mme Labrec. Là, je l'entendais vous raconter que, bon, ça fait quoi, à peine 24 heures qu'elle a appris le décès de son fils. C'est incroyablement tragique. C'est vrai que ça nous rappelle qu'il y a une réalité très, très, très humaine, très, très, très concrète. En même temps, c'est un peu dommage de voir qu'avec le temps, on devient imperméable des fois à voir une réalité qui nous semble lointaine. Pourtant, chaque fois qu'il y a des gens qui décèdent, Alec parlait par exemple des jeunes, moi quand je vois des images de famine, normalement, notamment, ça vient extrêmement me toucher. Ça devrait nous toucher autant que lorsque c'est quelqu'un qui est plus près de chez nous. En même temps, il y a une certaine réalité. Puis je me dis, ben au moins, si ça peut parfois servir à ce qu'on soit davantage sensibilisé et qu'on garde en tête qu'il y a cette réalité-là qui existe, ben au moins ça fera œuvre utile, je vais le dire comme ça. Et Marie, ça nous rappelle aussi combien le travail humanitaire à Gaza actuellement, c'est vraiment difficile, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ne pas dire impossible. Oui, et ça met peut-être d'autant plus de pression sur quelqu'un quelque part pour que quelque chose se passe, pour que cette aide humanitaire-là se rende et se rende en toute sécurité, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un travailleur humanitaire identifié tel quel succombe sous les bombes dans un conflit armé. Mais comme disaient mes collègues, oui, ce conflit-là touche tout le monde parce qu'on connaît quelqu'un qui essaie d'aider là-bas ou des gens qui ont de la famille là-bas. On le voit toutes les semaines, il y a des manifestations. Régulièrement, on entend une communauté ou l'autre s'indigner des horreurs qui se passent là-bas. Donc, particulièrement ce conflit-là, je pense que c'est difficile de le croire lointain tellement les gens sont profondément interpellés par ce qui se passe. Très bien. Alors, je disais, M. Legault est allé faire de la cuisine avec Anthony Tran. C'est un quoi? Un influenceur, un TikToker. Et il se spécialise dans la nourriture, dans les restos, bref. Et là, il fait connaître, en fait, c'est la propriétaire, mais lui est allé ce resto de Montréal-Nord où on sert de la sauce Fufu sauce graine. Fufu sauce graine. Alors, on écoute un extrait de M. Legault qui est allé là. Je vais vous demander ce que vous en pensez après. Monsieur Legault va goûter au Fufu sauce graine du restaurant Belle Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Oui. Mais, bon, je veux pas faire jaser pour rien, donc c'est pour ça que j'ai une fourchette. Donc, je m'essaye voilà. avec... Est-ce que les réseaux sociaux font partie de nos vies? Jonathan Trudeau, est-ce que le premier ministre doit faire ça, veut faire ça, ça l'amuse de faire ça? Où vous en êtes dans l'analyse de ces... Parce que c'est de la communication. Là. Ben oui, bien, tout d'abord, je dois vous dire que moi, je suis un amant des traditions lorsqu'on parle de politique. Des fois, ça dérange les gens de voir
le cérémonial, par exemple, lorsqu'il y a une nomination d'un nouveau président en Chambre, bon, la cérémonie des souliers avant la présentation d'un budget, etc. Moi, j'aime ça. J'adhère aux traditions. Par contre, je ne suis pas un puriste. Puis ça me fait un peu rire des fois de voir des gens qui sont très choqués, très offusqués de voir des politiciens se prêter à ce jeu-là. Mais c'est ça la nouvelle réalité. Il y a des clientèles, malheureusement, que vous ne réussirez pas à rejoindre par le biais des médias traditionnels. Il y a ces plateformes-là qui sont incroyablement populaires. C'est des dizaines de milliers, parfois des millions de visionnements. Donc, les politiciens choisissent de se prêter au jeu. Mais attention, ce ne sont pas nécessairement des points ramassés par terre, là, parce que ça peut être une arme à deux tranchants. Il faut que ce soit bien senti. Des fois, on peut glisser. On a déjà vu des cas dans le passé. Je pense à une vidéo de TikTok que Gabriel Nadeau-Dubois avait fait lors de la dernière campagne électorale. Donc, moi, je pense que ça fait partie de la nouvelle réalité. Cependant, il ne faut pas oublier que le premier ministre a aussi des responsabilités de s'entretenir avec la presse parlementaire, la presse régulière. Et ça, on le voit de moins en moins du côté du premier ministre. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un équilibre qui est important à respecter aussi dans tout ça. Gardez en tête que oui. Marie, vos réactions? Bien, je suis un peu du même avis que Jonathan, je pense, dans le sens où il y a 85 des Canadiens, dans une étude récente, des jeunes qui disaient qu'ils s'informent d'abord et avant tout sur les réseaux sociaux. 33 sur TikTok, il y a aussi YouTube, Instagram. Et il y a 3,2 millions de Canadiens qui sont sur TikTok. Donc moi, personnellement, j'avoue que je ne suis pas très indignée de voir M. Legault se prêter au jeu et essayer de rejoindre un public différent, probablement plus jeune de par cet échange. Là où j'ai un petit malaise, par exemple, c'est la plateforme. Il faut quand même rappeler que TikTok a été interdit par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral l'an dernier. Je comprends que c'est redevenu permis au Québec, mais quand même, il y a une enquête de la Commission à la vie privée fédérale québécoise de Colombie-Britannique et d'Alberta. À ce que je sache, aux dernières nouvelles, on n'a pas encore de rapport là-dessus. Il y a une enquête sur la sécurité nationale au fédéral sur TikTok parce que, étant une entreprise étant une entreprise de propriété chinoise, la loi du gouvernement chinois fait que des renseignements doivent être partagés avec le gouvernement. Et il y a donc un réel risque de partage de données. Et c'est là que j'ai un peu un malaise. On est en pleine enquête sur l'ingérence étrangère au fédéral. On a un ancien chef conservateur qui dit qu'il aurait perdu des sièges. On en parlera peut-être plus tard. Oui, on va en parler. À cause de la désinformation sur WeChat, une autre plateforme. C'est plus là, j'ai pas d'objection à ce que M. Legault essaie de rejoindre des plus jeunes électeurs, mais on aurait pu se garder une petite gêne et éviter TikTok. OK. Alec? Ben moi, je vais faire ça court. J'ai aucun problème à ce que le premier ministre fasse ce type d'événements-là un peu ludiques, en longtemps qu'il a la personnalité pour le faire, parce que c'est pas tous les chefs qui sont à l'aise dans des contextes comme celui-là. Un Stephen Harper, par exemple, ne serait pas un naturel pour aller goûter des sauces africaines. Ça pourrait jouer contre lui. François Legault a la personnalité pour faire ce type de petites vidéos-là, tant mieux pour lui. En autant, je suis d'accord avec Jonathan, qu'il fait encore le circuit des médias traditionnels, qu'il se prête aux questions plus serrées, aux entrevues difficiles où il justifie ses politiques publiques. S'il peut tout faire ça en même temps, il n'y a pas de problème. On est quand même gâtés au Québec. On a un premier ministre assez accessible. Il ne faudrait pas que ça change, mais pour l'instant, on peut dire quand même qu'il répond aux questions en général de la presse parlementaire. OK, réglé. Logement, aujourd'hui, autre annonce de M. Trudeau dans cette cascade d'annonces. C'est nouveau, là, les gens maintenant suivent depuis une dizaine de jours. On égrène le contenu du budget en disant, bien, on va aller investir dans des zones, même si c'est de juridiction des provinces, parce qu'on juge qu'il y a un besoin. Je vous fais tout de suite entendre M. Trudeau, qui, c'est en anglais, là, désolé, parce qu'il ne l'a pas dit en français, ça, mais on voulait l'extrait, parce que ça montre qu'il ne s'excuse plus. Là. Il dit, écoutez, là, moi, je vais faire ça, puis c'est comme ça. On écoute. Ideally, we'd work with all provinces if they are sufficiently ambitious on housing. We are there to be partners with them. If a province decides it doesn't want to be ambitious on housing, that's their decision. We'll work with the municipalities within that province that are ambitious. Bon, changement de ton total. Marie Vastel, il dit, si les provinces ne veulent pas, on va aller, ce que dit Poilievre en passant, on va aller travailler directement avec les municipalités, puis c'est comme ça. Just watch me. Marie.
Oui, voilà, comme vous le dites, l'approche est un peu à l'image de celle de M. Poilievre. On voit que M. Poilievre monte et reste en avance dans les sondages parce qu'il tape sur ce clou de la crise du logement systématiquement depuis plusieurs mois maintenant. Et on voit donc que le gouvernement libéral prend acte de la crise et adopte un peu la même approche conflictuelle, un peu punitive. On donnera de l'argent aux provinces si elles font ABC, sinon on ira aux municipalités. Et les municipalités, elles ne sont pas en reste. Il faut qu'elles construisent des logements près des transports en commun, près des établissements postsecondaires pour avoir droit à des sous en transport en commun. Donc, on sent que le ton a changé et c'est effectivement une ingérence successive complètement décomplexée parce que la semaine dernière, M. Trudeau annonçait une charte des locataires. Québec s'est indigné, d'autres provinces aussi, soit dit en passant, on n'est plus les seuls. Hier ou avant-hier, M. Trudeau récidive en disant « Ah, puis en passant, la charte, c'est conditionnel à 5 milliards de dollars à l'échelle du Canada. » Il n'y a vraiment plus aucune gêne et je vous dirais que ce débat... Excusez-moi, Marie, mais est-ce qu'il joue son va-tout, il met ses jetons là-dessus, puis il dit, bon, bien, ça passe, ça casse, mais c'est ma dernière carte. Bien, il n'a pas le choix d'essayer de se réconcilier avec ce jeune électorat qui lui a visiblement, pour l'instant, tourné le dos au profit de M. Poilievre. Et il fait le pari qu'une guéguerre constitutionnelle, ça n'intéresse pas les gens. Sauf que quand les programmes sont mal ficelés, comme l'assurance dentaire, ou qu'ils sont abandonnés en cours de déploiement, bien, c'est ce citoyen-là à qui on avait promis mer et monde qui est le premier qui est pénalisé. Jonathan. Bien, vous demandez est-ce qu'il joue son va-tout? Absolument. Il y a une expression qui dit se battre avec l'énergie du désespoir, mais dans le cas de Justin Trudeau, il se bat avec le déficit du désespoir, hein, parce qu'on fait voler les milliards à gauche et à droite, un 5 milliards d'un côté, un 15 milliards de l'autre, sans se soucier finalement de la hauteur, de la profondeur des déficits. Et moi, il y a une déclaration aujourd'hui qui m'a un peu jeté à terre, et c'est pas Justin Trudeau qui l'a fait, c'est François-Philippe Champagne qui a dit que, dans le fond, les investissements qu'ils annoncent ces jours-ci, c'est une question d'équité intergénérationnelle, laissant sous-entendre qu'on devait avoir de génération en génération, avoir accès de façon équitable, si on veut, accès à la propriété, par exemple. Mais lorsqu'on parle d'équité intergénérationnelle, il y a aussi la santé des finances publiques. Mais ça, quand on parle de ça au gouvernement fédéral, on dirait qu'il n'y a aucun espèce de souci. Puis là, on nous sort les pourcentages de PIB et tout ça. Mais il reste que la dette atteint des niveaux astronomiques. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui devra payer pour ça. Et c'est les clientèles auxquelles Justin Trudeau s'adresse. Et pour ce qui est juste un mot rapide sur les provinces, l'extrait qu'on a entendu de Justin Trudeau, qui parle de provinces qui seraient moins ambitieuses. Je m'excuse, mais l'ambition, ça ne veut pas dire de renoncer à ses principes. Et le principe de respect des compétences, il est fondamental. Et quand Justin Trudeau dit si les provinces ne veulent pas, on va aller voir les municipalités, bien, c'est un cul-de-sac, là, parce qu'il ne peut pas faire affaire directement avec les municipalités au Québec de toute façon. Donc, c'est un discours qui est assez particulier. Alec. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec le fédéral qui arrive dans le logement, par exemple, qui s'entend avec Québec là, pour la somme, par exemple, de 1,8 milliard, comme on a annoncé l'automne dernier. Entente Québec-Ottawa, on met de l'argent dans la cagnotte, on s'entend sur certains critères, pas de problème. Là où quand on commence à rendre l'argent disponible uniquement si on respecte une nouvelle patente comme la charte des locataires, des registres des loyers, là, j'ai un gros problème avec ça. Quelle expertise a Ottawa dans la gestion locataire-locateur? Zéro. Ils ne gèrent absolument rien dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent avec une charte qu'on impose aux provinces? Si les provinces souhaitent avoir une charte des locataires, elles peuvent en mettre une en place, c'est leur choix. Mais le respect des compétences dans notre fédération, il existe pour une raison. Plus le service est près de la population, plus c'est le gouvernement près de la population qui doit le donner, parce que c'est pour être efficace d'abord, mais aussi pour respecter la régionalité de chacun de ces programmes-là. Au Québec, on ne gère pas de la même manière. On a un tribunal administratif pour les loyers qu'on n'a pas dans d'autres provinces. Il y a toutes sortes de structures en place par province qu'Ottawa ne comprend pas ou ne gère pas. Et là, on arrive pour marquer des points politiques. On dit on va avoir une charte puis 5 milliards conditionnels. Ça n'a pas de bon sens de gérer la fédération de cette manière-là pour essayer de remonter dans les sondages. Puis je pense pas que ça va fonctionner. Je pense que les Québécois en général le voient, ces gros sabots-là. Et oui, il y a des gens que ça ne dérange pas les champs de compétences, mais quand on leur explique, ils se disent « Ouais, est-ce que l'argent en vaut vraiment la chandelle? » Et là, on commence à se poser des questions.
Très bien. On ne parlera pas de M. O'Toole, qui dit qu'il aurait pu gagner, remporter 9 circonscriptions de plus, n'eût été de l'ingérence chinoise. Et dit-il, j'aurais pu garder mon poste. Marie, on va en parler une autre fois, mais parce que le comité, l'enquête se poursuit à Ottawa et c'était le plaidoyer. Ah, bien, OK, on a des images en direct de ça. Marie, je vous donne la parole là-dessus. Est-ce que c'est scientifiquement solide, ce qu'il dit? Ça fait un bout de temps que les conservateurs disent qu'ils ont probablement perdu quelques comtés, mais que ça n'a pas changé le résultat final de l'élection. Sauf que seulement un comté où il y a une influence étrangère, c'est un comté de trop. Et comme M. O'Toole le disait aujourd'hui en point de presse après sa comparution, il dit on ne peut pas accepter qu'au Canada, il y a une marge d'erreur acceptable de 1, 2, 3, 4, 5 comtés, en autant que ça n'influence pas le résultat final qui a été, cette fois-là, une minorité pour Justin Trudeau. Mais ce que j'ai trouvé aussi frappant dans le témoignage de M. O'Toole et des directeurs de campagne libérales, conservatrices, néo-démocrates avant lui, c'est que visiblement, et c'est l'objectif de l'enquête, il y a eu un manque de partage d'informations entre les instances responsables de surveiller s'il y avait de l'ingérence étrangère et les gens sur le terrain qui faisaient la campagne électorale. Je comprends qu'il y avait une hésitation à partager ces informations-là au grand public pour ne pas, si je peux dire, permettre à l'ingérence de s'ingérer en disant qu'elle existe. Mais visiblement, il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'on a fait tout le nécessaire pour aider à déceler et à prévenir cette ingérence-là par les campagnes, par les candidats. Je pense que les témoignages des prochains jours vont être intéressants. Très bien. Il reste 30 secondes. Alec, un mot. Désolé, Jonathan, un mot. Bien là, on entre dans le vif du sujet. On a des détails intéressants sur comment fonctionne vraiment avec des autobus, par exemple, d'étudiants étrangers qui pouvaient débarquer dans une circonscription pour une investiture. Donc, on commence là à avoir un portrait un peu plus clair de ce qui peut être fait peut-être pour contrer l'ingérence étrangère. Donc, je suis d'accord avec Marie, les prochains jours risquent d'être assez intéressants. Marie, Jonathan, Alec, merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.